Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Il est 10h45 du matin. Le lac Léman s'éveille et beaucoup de marins n'ont pas encore sommeil puisqu'ils sont pour la plupart d'entre eux encore en course dans ce 84e bol d'or Mirabeau. Beaucoup de bateaux encore avec ces tout petits airs qui sont encore sur le plan d'eau. Donc on va faire, c'est pas vraiment encore un bilan, on peut pas le dire, fermeture de la course à 16h cet après-midi. Pour l'instant, beaucoup de gens sont en train d'essayer de rallier la ligne d'arrivée. On va faire un petit point tout à l'heure avec le responsable du comité de course, avec le président du comité d'organisation. On va vous parler des magnifiques vainqueurs de ce bol d'or Mirabeau, parfois de magnifiques perdants aussi, puisque je crois qu'il y a eu vraiment une véritable bataille toute la journée d'hier ainsi que toute une grande partie de la nuit. Et puis pour démarrer en beauté cette émission qui va nous amener jusqu'à midi, j'ai le plaisir, on va avoir aussi des magnifiques images de la société 4AM qu'on va essayer de vous diffuser, magnifiques images aériennes souvent de ces bateaux très colorés, que ce soit à Genève au départ, au Bouvray ou sur le Grand Lac, le Haut Lac, le Petit Lac. Bref, on a pris en photo les bateaux sous toutes les coutures. Magnifique invité, parrain d'honneur de ce 84e bol d'or Mirabeau, Thomas Coville nous a fait l'amitié d'être avec nous. Merci beaucoup Thomas d'être là, d'autant plus qu'à l'heure où vous êtes arrivé, j'imagine que vous n'avez pas du tout pu dormir, on est d'accord? Oui, non, effectivement, je n'ai pas dormi encore depuis l'arrivée. C'était trop rapproché et ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Ouais, une course difficile. Comment vous l'avez vécue en quelques mots? On va en reparler tout à l'heure, mais en quelques mots là, à chaud. Je m'attendais pas à... Je m'étais pas fait de plan sur la comète, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi tordu. J'étais venu pour voler, puisque c'était effectivement en TF35 que j'étais venu naviguer, et on n'a pas eu l'occasion de voler une seule fois. Mais pour autant... j'avoue que l'arrivée au Bouvier avec ces montagnes qui tombent dans la mer, c'est ce que je garderai, comme je pense tous les gens qui viennent faire le bol d'or, l'image la plus précise pour moi et la plus émouvante de la course. Ouais, les eaux turquoises, l'écrin de montagne autour du Bouvray, effectivement, c'est magnifique. On va commencer par parler un petit peu de vous, parce qu'on attend le grand vainqueur qui va nous rejoindre sous le coup des 11h à peu près, Christian Val, grand vainqueur de ce 84e bol d'or Mirabeau, très lent, 17h, 14 minutes et 2 secondes, ça c'est le temps du premier. C'est en gros, depuis l'année 2000, le deuxième temps le plus lent. Le plus lent avait été Alain Gauthier sur Foncia en 2009, qui avait fait 19h33 minutes depuis les années 2000. À l'époque, c'était sur un décision 35. Là, on n'est pas loin du record le plus lent. C'est le deuxième le plus lent depuis 20 ans. Pas de chance, Thomas. Vous pourrez la raconter, en tout cas. Ah, c'est comme ça, ouais. Je me souviens de la joie d'Alain quand il a gagné le bol d'or. Effectivement, ça s'était terminé aussi dans les petits airs et il avait été très heureux. Oui, absolument. Allez, parlons un petit peu de vous. Votre palmarès est tellement immense que je vais essayer vous me pardonnerez si j'en rate quelques lignes, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses. Vous avez commencé la voile en 1989 par un Tour de France à la voile. Tour de France à la voile qu'on connaît bien à Genève. Ici, il y a le centre d'entraînement à la régate qui le fait chaque année sous l'appellation Ville de Genève. Et ça, c'était, sauf erreur, vos premières expériences de voile, c'est juste? Oui, c'est ça. Enfin, j'avais fait du laser avant, mais comme... mes parents voulaient absolument que je fasse des études. J'avais un petit peu mis entre parenthèses et le Tour de France à la voile m'a permis de garder cette passion que j'avais en moi. Et le Tour de France à la voile était une épreuve exceptionnelle pour les jeunes de mon âge, pour à la fois découvrir la voile et puis la course au large. Mais effectivement, je me souviens très très bien de ce bateau Ville de Genève qui venait tous les ans et qui défrayait la chronique déjà dans les petits airs. Voilà, et puis vous grandissez évidemment très très vite, talentueux marin dans la voile. On va faire un petit saut dans le temps. 2001, c'est votre premier Vendée Globe avec Sodebo déjà, sponsor fidèle qui vous suit jusqu'à aujourd'hui. Premier Vendée Globe, est-ce que vous en avez des souvenirs de ce fabuleux Vendée Globe? J'ai plein de souvenirs du Vendée Globe. C'est pour mon premier tour du monde en solitaire, donc c'est forcément quelque chose qui est très emblématique, qui est très... c'est très initiatique.
J'ai plein de souvenirs, des bons et des moins bons. Je me suis retrouvé sous l'Australie avec des problèmes de technique et puis je me suis luxé le pouce et recousu la main. Mais en dehors de ça, je finis 6e si je m'abuse. J'étais très déçu parce que j'étais parti pour faire au moins un podium et puis j'avais pas réussi à accrocher le podium. Donc, mais pour autant, ça avait été un très beau parcours, une très belle bagarre. Et le Vendée Globe, ça restera toujours un grand souvenir. Très vite après, vous multipliez le nombre de coques, vous passez au trimaran, les 60 pieds, les fameux 60 pieds Orma, qui nous ont fait rêver jusqu'à aux terribles Route du Rhum 2004, sauf erreur, qui avait cassé la majorité de la flotte. Vous faites 2 Routes du Rhum, 2002, 2006, 2 Transat Jacques Vabre, 2003 et 2005. Aussi, j'imagine, des très beaux souvenirs. Ouais, en fait, j'avais gagné la Route du Rhum en monocoque. Dans les années Bourgnon, si je puis dire, en 98. Et puis après, j'avais envie de l'accrocher en multicoque, comme la Jacques Vabre. La Jacques Vabre, je l'ai gagnée en mono et en multi. Et j'ai pas encore fait le doublé pour la Route du Rhum, mais c'est dans mes objectifs. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Très vite, vous doublez la taille du bateau de 60 pieds, quasiment. Hein, vous passez à 102 pieds. C'est le maxi trimaran Sodebo. On commence à prendre de l'ampleur dans ces années-là. Il va durer 2007 à 2014. Et c'est avec celui-là que vous faites, en tout cas, entre autres performances, le record de l'Atlantique Nord, bien connu. Ouais, en fait, avec ce bateau, ça a été plutôt mes armes autour du monde en solitaire. C'était un bateau qu'on avait construit en même temps avec Francis Joyon. On était vraiment pionniers là, parce qu'on imaginait des nouveaux bateaux pour partir autour du monde en solitaire autour de la planète, ce qui ne se faisait pas encore du tout. Si, il y avait une femme, Hélène MacArthur, qui a été la marraine de mon bateau, qui avait effectivement elle aussi ouvert cette voie. Et quand on est pionnier, ben forcément on s'expose. Ça avait été compliqué techniquement. C'est avec ce bateau que j'ai fait pas mal de tentatives et on avait fini par battre un record qui était celui de l'Atlantique Nord qui tient encore, je crois. Mais c'était un long apprentissage, à la fois technique et humain, ce bateau. Et je suis reconnaissant. Il a été patient avec moi. Et puis ça a fini par payer un peu plus tard. Ouais, les tentatives de tour du monde avec ce bateau-là, c'était 2008, 2010 et 2011. En 2014, vous agrandissez encore de presque 10 pieds le bateau. C'est le Sodebo ultime, l'actuel, 111 pieds. C'est juste si je donne. Oui, c'est pas l'actuel. C'est pas l'actuel, pardon. Non, c'était l'ancien bateau d'Olivier de Kersauzon qu'on avait modifié, comme quoi en composite, on peut faire aussi du use it again. Et on avait retravaillé le bateau d'Olivier de Kersauzon pour en faire un bateau de solitaire, alors que c'était un bateau qui était fait pour 14 personnes. Et c'était avec ce bateau qu'effectivement je bats enfin ce record autour du monde que je vais chercher depuis tant d'années. Mais j'ai forcément une énorme affection pour ce bateau d'Olivier de Kersauzon, mais le bateau dont on parlait avant était plus né de mes tripes. C'était vraiment un bateau que j'avais été construit en Australie, intervenu avec toute une épopée pour le ramener et tout. Ça avait été incroyable. Parce qu'autour de tout ça, il y a beaucoup d'histoires aussi. Hein. Certainement, on ne va pas arriver à toutes les aborder, mais toutes les anecdotes et toutes les histoires. C'est pas l'objet de la journée. Le record du Tour du Monde à la voile, c'est en 2016, 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. Vous battez alors Francis Joyon. Vous êtes à couteau tiré hein, sur ce record avec Francis Joyon. C'est votre voisin, non, Francis Joyon? Oui, on est voisins. On habite dans le même village, donc on se croise pas très souvent, mais oui, on est voisins et c'est vrai que c'est assez drôle, c'est assez cocasse de se retrouver à se battre pendant des années à record interposé. Francis qui est un marin d'exception et qui a été un des premiers en fait à se lancer autour de la planète aussi en solitaire. Et j'ai beaucoup appris avec lui d'abord et puis après contre lui. Je crois que je suis devenu le marin que je suis grâce à ce grand bonhomme. Oui. Comme vous avez battu le record du Tour du Monde à la voile, vous en profitez également en 2016 pour être le premier marin à franchir la barre des 700 000 en 24 heures. Donc record de vitesse en solitaire également. Ça, j'avais oublié celui-là. Mais oui, c'est possible. Ouais. En fait, avec Sodebo, je crois qu'on est le seul team à avoir eu à un moment donné tous les records. Les 24 heures, l'Atlantique Nord, la Méditerranée,
route de la découverte, Tour du monde, et il en manque un. C'est les 5 majeurs en fait qu'on appelle nous chez nous, et on les a tous eus. On a été les seuls à avoir effectivement les 5 majeurs. Ouais. Puis le record de l'Atlantique Nord, on en a parlé tout à l'heure, ça c'était celui en 2014, sauf erreur, mais vous l'avez refait en 2017, non? C'est celui-là qui est toujours. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui est toujours en 4 jours et quelques. 4 jours et 13 heures ou un truc comme ça. 4 jours et 13 heures pour traverser l'Atlantique Nord. Ça vous change un peu de ce bol d'or, en fait. On va évoquer ce bol d'or avec Christian Wahl qui va nous rejoindre là sur scène dès que possible, le vainqueur de cette 84e édition. Si je dis 11 Cap Horn, hein, c'est le chiffre que vous m'avez donné hier, enfin voilà, et 8 tours du monde, on est dans le juste par rapport à votre palmarès, disons, hauturier, c'est juste? Ouais, c'est à peu près ça, mais c'est un peu comme si vous parliez avec un guide de haute montagne qui vous disait le nombre de fois où vous voulez monter à l'Everest ou au Mont Blanc ou je sais pas où. C'est mon métier, donc c'est normal que j'en ai fait beaucoup. C'est Christian Wahl, je pense qu'il pourrait nous dire aussi combien de bol d'or il a fait et combien il en a gagné. Alors, combien il en a gagné, je crois que c'était l'autre jour 9. Donc, non, c'était le 9e là aujourd'hui. Donc, bravo, maître. On peut comparer les tours du monde autour du lac. Christian, venez seulement ici, là, mettez-vous seulement au centre. Christian Wahl, qu'on peut applaudir évidemment, puisque c'est lui qu'on célèbre aujourd'hui, le vainqueur au scratch, le vainqueur toute catégorie pour la 9e fois consécutive, désormais en train de distancer les autres recordman, puisque derrière vous, ils n'ont plus que 7 victoires, c'est juste si je dis ça, et vous en avez 9. Petite parenthèse, oui. C'est pas la 9e consécutive. Non, pas consécutive, désolé, pour moi, désolé, effectivement, mauvais adjectif. Bravo, merci. 9e victoire tout court. Au scratch, parce qu'évidemment, on ne compte pas toutes les autres victoires, celles en surprise, celles dans les autres catégories. Il y en a eu quelques-unes, j'imagine. Il y en a eu 1 ou 2, mais pas autant que ça. Donc voilà, les victoires, c'est toute catégorie depuis 97 pour la première et puis 2023 pour la 9e. Voilà, j'étais en train de terminer avec Thomas Coville, 2 cursus véliques assez différents, hein, évidemment local, hein, plus international, bien que Christian aussi, sauf erreur, a participé à des courses comme le Figaro, à des moments donnés de sa carrière. Thomas a eu des mots très gentil, presque étonnant, lors de la conférence de presse d'ouverture du Bol d'Or, en parlant de vous. Il disait, ouais, c'est un petit peu quelqu'un qui se situe, je parle sous votre contrôle, Thomas, entre Tabarly et voilà, je voulais être respectueux, hein, c'est pas, normalement, je parlais d'Éric Tabarly et Peter Blake qui sont malheureusement décédé, et Christian Wahl c'est bien vivant, donc c'est tout. C'était. Après, je me suis dit peut-être que j'ai été maladroit, mais c'était pas du tout mon propos. C'était effectivement, j'aime bien Christian Wahl parce qu'on s'était croisé effectivement sur les Tours de France à la voile d'ailleurs, où il encadrait déjà beaucoup les jeunes Suisses et Ville de Genève, donc avec Kini Parade, on parlait de ça l'autre jour. Mais je pense qu'effectivement ici. Ce monsieur représente bien ce qu'est la voile aujourd'hui et ce qu'elle a à la fois tradie et à la fois de très sportive et dans la continuité, d'être capable de gagner aujourd'hui encore. Bravo maître, vous avez brillé. Vous aviez annoncé en plus ce qui était un petit peu... un peu étonnant parce que s'annoncer vainqueur ou s'annoncer favori, c'était de se mettre une pression énorme sur un bol d'or, mais bravo, vous avez réussi je voudrais féliciter quand même le Real Team qui a fait une très belle course, qui était dans notre catégorie TF là et qui a fait une course splendide avec vraiment ce que je trouve d'autant plus parce que c'est un sport mécanique la voile et ils avaient optionné pour effectivement optimiser leur bateau pour le bol d'or et j'ai trouvé qu'ils avaient fait une belle course aussi.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, un des 7 foilers de ce bol d'or Mirabeau avait choisi de partir en dérive et non pas avec des foils en T qui permettent de sustenter complètement le bateau. Et puis, c'est ce bateau qui a principalement animé la totalité de la course. Real Team, dépassé, coiffé sur le poteau. Christian Valle à l'entrée du Petit Lac et puis à l'entrée presque de la rade. Hein, c'est là que ça s'est passé au large de Versoix. Mais avant de parler, on va revenir sur la régate à proprement parler. On va vous entendre tous les deux sur vos régates respectives. Peut-être qu'il serait bon, Laurence, que vous présentiez un peu plus avant Christian Valle. Christian, on se connaît depuis très longtemps. Je crois qu'il m'a connue quand j'étais toute petite. Et moi, je l'ai toujours vu évoluer sur des bateaux différents. Je l'ai surtout vu collectionner des titres, des titres suisses, des titres européens et des titres mondiaux. On ne va pas énumérer là non plus tout son palmarès. Mais on l'a aussi beaucoup plus remarqué comme tacticien d'Alinghi, à l'époque du Formule 40, où il avait déjà remporté 4 victoires consécutives, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, il a découvert le D35, qu'il a complètement apprivoisé et qu'il n'a plus jamais lâché. Voilà, mais Christian, c'est aussi un homme, c'est aussi un homme d'affaires, c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise. Donc, il a aussi cette manière d'entourer ses équipages un peu particulière, je dirais, parce qu'il est beaucoup plus basé sur des valeurs humaines. Et ce qui lui est très très cher, je crois, c'est vraiment les valeurs de partage, les valeurs de transmission. Christian, est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot là-dessus? Je pense que c'est avant tout ce que j'ai compris qui vous animait. Oui, le partage, c'est source aussi d'énergie parce que comme vous le savez, j'ai des cheveux gris, j'ai un certain âge. Donc moi, ce qui me ressource, c'est de naviguer avec des jeunes talents, avec des jeunes talents qui voient aussi l'aimant sous d'autres facettes. Là, on avait aussi une championne olympique à bord samedi, hier donc, et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup amené de sa fraîcheur, de sa vision du plan d'eau, et c'était assez extraordinaire de naviguer avec des personnes qui connaissent pas le lac, mais qui voient plein de choses qu'on voit pas forcément, donc c'était vraiment très intéressant. Oui, partage, passion, un peu de transmission, mais il n'y a pas de secret à transmettre, donc voilà, il y a une petite expérience à transmettre. Alors peut-être qu'on pourrait parler un tout petit peu de l'équipage, parce que c'était un équipage un peu particulier cette année, un équipage mixte. Donc vous aviez une partie de votre équipage normal avec Romuald Hauser, Guillaume Roll et Mathieu Cadet. Et puis vous vous êtes adjoint les compétences de 3 filles à bord. Oui, alors 3 filles de la voile internationale. Donc Ellie McIntyre. J'espère que je n'écorche pas son nom. Ellie McIntyre, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 470. Oui, donc j'ai découvert ce qu'était la performance aussi au niveau olympique. Donc elle n'a rien lâché jusqu'au bout. Et elle a vraiment donné des infos très très claires dans la dernière partie de course, tout au long de la course, mais surtout dans cette partie qui était très stratégique dans le Petit Lac. Alors je connais le Petit Lac, c'est clair, l'équipe connaît le Petit Lac, mais d'avoir des nouveaux yeux qui voient les mêmes choses aussi, ça conforte aussi dans ses choix. Et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup impliquée à ce niveau-là. Puis il y avait aussi Anya von Allmen, qui est suisse-allemande, qui vient de la région bernoise, qui est également championne du monde en 470. En laser junior, donc voilà, oui, une jeune fille très talentueuse qui vise une participation au prochain jeu aussi, donc plein de challenges. Et puis là, c'est aussi c'est extraordinaire de pouvoir naviguer avec une fille qui a 20 ans, qui découvre le lac, et puis comme elle le disait hier soir, qui a jamais fait une course de plus de 60 minutes ou à peu près. Oui, alors c'était amusant parce qu'elle est passée de 60 minutes à 17 heures, donc ça change légèrement le format, et au niveau de la concentration aussi, j'imagine. Oui, et puis concentration, elles ont été très très concentrées, parce que quand on découvre aussi ce type de course, je pense que c'est la clé, c'est la clé du succès, c'est d'être à 200% dans la course. Donc elles ont vraiment été très 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 performantes à ce niveau-là.
Et puis... Et vous aviez encore Lorane Métro, donc la 5e de la fratrie des frères et sœurs Métro, la petite qui n'avait pas encore gagné le bol d'or. Et heureusement, cette nuit, pour votre anniversaire, pour célébrer votre anniversaire, je crois, puisque si je ne me trompe pas, vous avez 65 ans, n'est-ce pas? 64. 64, ah bon, excusez. Eh bien, vous vous êtes fait un magnifique cadeau, là, et Lorane également. Je crois qu'elle accède au même rang que ses frères et sœurs. Lorane, oui, Lorane, on a navigué, c'était en 2019, sauf erreur, ensemble, sur le bol d'or où il y avait eu ce coup de vent. Donc après, elle devait venir avec nous aussi l'année passée. Mais elle avait eu un accident là en CLGP, donc elle n'a pas pu nous rejoindre. Et puis elle nous a rejoint cette année parce qu'on a décidé de renforcer aussi l'équipe de la Sailing Squad. Donc il y avait une opportunité. L'équipe, elle était très très performante, mais on a constaté aussi que c'était difficile, quand on le savait. Mais le challenge, à un moment, on s'est dit, mais le challenge, il est vraiment trop haut d'intégrer 3 filles. La voile olympique, même avec leur talent, les compétences, le peu de temps qu'on avait pour créer une équipe, c'est dit il faut qu'on renforce, il faut qu'on ait une personne qui connaisse le support, qui vienne aussi de la voile internationale. Et puis on a naturellement pensé à Lorane pour nous rejoindre sur ce projet. Voilà, vous êtes en direct avec le 84e bol d'or Mirabeau. 2 invités, 2 marques. Thomas Coville, parrain d'honneur de ce bol d'or Mirabeau. Christian Wahl, grand vainqueur hier soir sur le coup des 3h du matin, 14 minutes et 2 secondes exactement. Vous avez franchi la ligne d'arrivée ici au large de la Société nautique de Genève. Un bol d'or difficile, le 2e le plus lent depuis l'an 2000. Voilà, on va peut-être un peu parler de la course, en tout cas essayer de confronter vos 2 courses. Est-ce que vous avez été par moment, Thomas, au contact ? Ou est-ce que ça n'est pas arrivé? Il me semble qu'à un moment donné, vous étiez quand même au contact. Comptoir immobilier, Liam, comptoir immobilier. Oui, on était au contact jusqu'à l'approche du Bouvier. Vous êtes détaché à ce moment-là, mais oui, c'était la référence en fait. Quand on était à côté de M. Valls, on sentait qu'on était à peu près dans le coup. Et c'est à cet endroit-là qu'effectivement, on n'a pas su accrocher, entre guillemets, le bon wagon. Ça ressemble un petit peu à une course cycliste, le bol d'or, j'ai l'impression, moi. C'est qu'il y a des échappées et il faut être dans la bonne échappée. Si vous ratez la bonne échappée, après, pour revenir, l'effort qu'il va falloir faire est plus du domaine de vouloir créer une opportunité, mais qui finalement vous met en risque. Alors que quand vous êtes dans la bonne échappée, effectivement, vous construisez petit à petit la victoire. On dit aussi qu'il faut surtout réussir la dernière échappée. C'est ce que vous avez réussi hier soir. Oui, c'est ça. Un peu comme un vélo. Ouais. Oui, il y a toujours, c'est ce que je disais, il y a toujours un passage clé, il y a un moment clé au bol d'or. Et puis, il y a une opportunité à un moment qu'il faut savoir saisir. Des fois, ça peut être dès le départ, d'ailleurs. Dès le départ, on l'a vu sur d'autres éditions, avec un départ, si on part du bon côté, si on part en tête, et que les conditions sont relativement stables, on peut creuser les écarts. Là, ça s'est joué à un peu plus de 10 km de l'arrivée, donc à Coppet, Mille, où on s'est retrouvé sur une ligne avec Realstone, qui a fait une très belle course, comme le disait Thomas. C'est vrai que ça nous a surpris parce qu'il était vraiment très très rapide. Donc c'était une petite frustration sur le départ de la course quand on s'est fait passer par Realstone. Puis on s'est dit, ouf, ça va être très 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 difficile. Donc voilà, ils se sont échappés, ils ont très très bien navigué. Et puis ils testaient, ils les connaissaient, mais c'est la première confrontation entre un TF à dérive et un D35. On savait que quand ils ont des foils, c'est un petit peu plus difficile aussi pour eux de recréer de la vitesse. Là, on a vu qu'avec des dérives, ils ont un potentiel de vitesse et je pense qu'ils ont encore... ils peuvent encore progresser parce qu'ils ont très très peu navigué avec ce type d'appendice. Donc on a vu qu'ils étaient vraiment très 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 rapides. Et puis on s'est fait dépasser en vitesse pure sur l'allée, donc là, petite frustration. Et sur le retour, c'est vrai qu'on connaît très très bien le bateau. Le D35 est un bateau relativement facile.
relativement facile, qu'on connaît très bien. Donc 20 ans, je crois que ça fait 20 ans que je navigue sur ce bateau, donc je le connais par cœur. Mon équipe un petit peu moins, mais moi en tout cas je le connais par cœur. Donc dans les moments de transition un peu complexes, comme à Coppet, ça nous a certainement aidé, puis un petit peu favorisé. Avec une forme de connaissance du plan d'eau, mais ce qui était intéressant, si j'exclus Patrimonium, hein, qui est un bateau dont l'équipage, le skipper, Loïc Prachtner, vient plutôt de Morges, mais deux Genevois, en tout cas en pleine connaissance de ces derniers bouts, de ces derniers tronçons de l'entrée dans la rade, Jérôme Claire, qui a été longtemps administrateur du Cerf, hein, qui était le barreur de Real Team, et puis vous, avec un parcours en tout cas identique au niveau de la connaissance de cette petite partie du plan d'eau, c'était assez intéressant à regarder. On s'est dit, tiens, ils connaissent tous les recoins de ces endroits-là, qui va s'en sortir? Oui, et puis sans oublier Victor aussi, Victor Casas et Romain Deferrard. Romain qui avait navigué avec nous l'année passée, qui a décidé de nous faire faux bond ou de rejoindre son ami Victor, avec qui on avait gagné en 2018. Donc, qui est un brillant tacticien aussi. Il faisait la tactique en 2018. Et brillant tacticien, brillant barreur. Après, on a discuté un petit peu après la course. C'est vrai qu'il y a... c'est ce que je disais aussi hier, ou ces dernières années. Le bol, il faut avoir une toute petite part de réussite au bon moment. Et il faut cette réussite. C'est pas qu'une course de vitesse, mais si on n'a pas cette réussite, et on l'a eu à Coppet, parce que c'était vraiment ça s'est joué sur le fil du rasoir, quoi. Avec un vent un tout petit peu plus établi. Il y avait 2 nœuds de vent pratiquement de Coppet jusqu'à l'arrivée. Donc on n'est pas allé très vite, mais on avançait quand même bien. Donc on avançait à 4-5 nœuds. Mais il y avait très très peu de vent. C'était lisse, plat, kécorisé. Donc voilà. Christian Valle, grand vainqueur de ce 84e bol d'or Mirabeau, avec des poursuivants illustres ici sur ce plateau. Thomas Coville, parrain d'honneur de la manifestation. Un très beau plateau, évidemment. On les a vus, les images de l'arrivée, on les a vus, les images encore de la course. On va en voir d'autres tout au long de cette émission. On va recevoir tout à l'heure Monsieur le Président du bol d'or. On va essayer d'en savoir ce qu'il en est par rapport aux arrivées. C'est un bol d'or très très lent, et évidemment à chaque fois que le bol d'or est lent, pour tous ceux qui par exemple ont des ports d'attache de l'autre côté du lac, c'est toujours difficile de revenir à Genève et de faire un bol d'or supplémentaire. On s'attend à un certain nombre d'abandons. Attention, juge de paix, 16h cet après-midi, on le sera à ce moment-là, et on fera un petit point sur la course. Voilà. Les transitions dont parlait Christian, Thomas Coville, est-ce que les transitions du Léman, qui sont connues, enfin les petits airs peut-être pas, mais ces histoires de transition, elles existent aussi de manière océanique, mais on les compte plutôt sur des centaines de milles, ces transitions, elles sont identiques ou pas tellement? C'est pas sur des centaines de milles, hein, mais c'est vrai que sur une route du Rhum, par exemple, on peut identifier il y a quelques heures où ça va être névralgique, mais tous les sports de haut niveau, c'est ça, hein, ça bascule à un moment, il faut identifier ce moment et le reconnaître et savoir à quel moment ça va basculer, à quel moment il faut mettre sa concentration, à quel moment il faut mettre son énergie. Ce moment-là, il ne faut pas le rater, comme disait Christian. Alors c'est vrai que du coup la connaissance du plan d'eau pour nous marins, elle est intéressante. C'est comme la Manche quand on fait la Jacques Vabre ou quand on fait la route du Rhum ou quand vous faites la Volvo Ocean Race. Il y a à chaque fois des transitions différentes. Là, je crois qu'ils m'ont chambré je sais pas combien de fois sur le poteau noir parce qu'on avait l'impression de traverser un poteau noir et que j'en avais traversé effectivement quelques dizaines de poteaux noirs. Mais c'est pas toujours aussi lent les poteaux noirs, hein. Il y a des poteaux noirs qui se passent avec beaucoup de vent. Mais oui, mais c'est ça qu'on vient rechercher quand on est compétiteur, c'est de venir se confronter à un nouveau plan d'eau, se confronter à cette situation et voir comment on réagit. Vous avez évoqué aussi l'aspect mécanique des choses. Alors évidemment, c'est conséquent partout en matière de voile. C'est un sport mécanique, c'est vous qui le disiez. Ça l'est particulièrement avec vos immenses multicoques, évidemment, l'aspect mécanique. Ah oui, nous, je dirais que dans la conception, la construction et la mise au point, c'est 80% de ma vie, hein, de mettre au point un bateau. Christian parlait que ça faisait 20 ans qu'il naviguait sur son D35 pour le connaître parfaitement. Nous, c'est pareil, c'est 200, 220 jours par an
de travail sur un bateau pour le connaître. Donc c'est des heures et des heures et des heures à passer pour réussir à en retirer la substantifique moelle. Donc, et puis avec ce qu'il peut y avoir aussi de panne mécanique ou de déboire quand on casse ou quand on... Et ça arrive souvent. Moi, je voulais savoir, Christian, on vous a toujours connu comme la personne qui avait vraiment la science du vent, qui arrive à voir ce que les autres ne voient pas. Mais je crois aussi savoir que vous avez une passion vraiment pour les fichiers météo. Comment vous vous y prenez avant une course? Et je poserai la même question aussi à Thomas par la suite. Donc nous, on analyse la situation globale. D'abord, la situation, les cartes météo. Après, on travaille sur tous les modèles. Donc ça, c'est peut-être une des particularités, c'est quand on fait confiance à Météo Suisse, avec de temps en temps des petits bémols, mais on discute aussi avec eux. Mais on travaille sur plusieurs modèles, ce qui nous permet de confronter en fait les prévisions météo. Et puis après bon, j'ai une bonne expérience aussi de l'analyse des cartes météo sur le lac. Comme je suis proche du lac aussi, je l'observe beaucoup. Donc cette observation aussi est très importante. Et oui, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup en amont depuis lundi. On a vraiment bossé. Quel volume de travail, par exemple? C'est une dizaine d'heures sur la semaine. À peu près une dizaine d'heures parce que je suis très bien coaché, je suis très bien entouré. Je travaille avec Philippe Jeanneret, qui est un passionné aussi de météo. Et puis ensuite, sur la course, alors comment ça se passe pendant la course? Est-ce que c'est juste l'observation ou on revient sur d'autres données? Comme on a accès aux données publiques, donc on observe beaucoup tout ce qui est balise, tout ce qui est indicateur, notamment tout ce qui est en altitude. Donc on observe aussi l'évolution des cartes. On observe, moi j'ai un petit faible pour le vent en altitude. J'aime bien le vent d'altitude, même si on ne l'a pas au sol, mais ça donne une indication très intéressante sur ce qu'on peut avoir sur le lac. Alors justement, hier pendant la course, on a vu un singe, tout d'un coup on a vu un équipier qui est parti dans un mât. Est-ce que vous pratiquez ce genre de technique également? Alors, pas du tout. Pas du tout, je suis franc. Moi, j'aime pas faire monter des personnes dans le mât. Pour différentes raisons, mais ça fait du fardage. Mais non, mais c'est surtout de bien discuter, puis bien analyser. Puis si on voit des choses, en fait, la complexité du lac, c'est de voir ce qui se passe à 5 km, c'est souvent trop loin. Donc il faut, je ne dirais pas imaginer, mais prévoir ce qui va se passer. Mais on sait que s'il y a du vent au Bouvray, puis qu'on est à 1 heure du Bouvray, au moment où on passera le Bouvray, il y a une probabilité qu'il n'y ait pas de vent ou que le vent soit différent. C'est pour ça que j'aime pas tellement les observations en tête de mât. Elles sont certes utiles, mais personnellement, je travaille avec d'autres outils, mais d'autres indicateurs. Merci. Et Thomas, est-ce qu'on retrouve des similitudes dans la course au large et l'observation sur le lac? Alors nous, chez Sodebo, il faut savoir que ce qui tourne autour de la météo, ça représente 4 personnes. Ok. Nous, on travaille en stratégie avec 4 personnes différentes, avec un autre Christian qui s'appelle Christian Dumar. Tu as peut-être entendu parler, forcément. Sinon, je travaille avec Philippe Legros, qui est en interne de notre projet, et avec Will Oxley, un Australien. Et moi, on travaille ensemble et effectivement, on fait même des stages météo, on étudie et on confronte effectivement aussi beaucoup les modèles, on les recoupe. Et on travaille avec aujourd'hui des mathématiciens ou des gens qui font de la physique pour essayer d'être meilleurs sur ces réflexions qui nous amènent aujourd'hui à des réflexions même que moi je trouve passionnantes, qui sont dans l'air du temps. C'est que, par exemple, quand on fait des routages, le routage, c'est de prévoir par rapport à un point qu'on voudrait atteindre, quelles seraient les meilleures routes, un peu ce qu'on pourrait faire ici, ce qui serait compliqué à faire avec un modèle. Et là, avec des mathématiciens, aujourd'hui, on n'essaye plus de prévoir un point, mais une surface de réponse, et voir une probabilité de surface de réponse.
C'est-à-dire qu'on change on est tout le temps en train de chercher à comprendre autrement ou à même ouvrir la possibilité que ce soit du possible. Et j'aime beaucoup finalement cette science de la météo qui demande à la fois beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Peut-être un peu plus de créativité aussi dans ce domaine. Et de se remettre en cause en permanence pour effectivement pas s'asseoir sur un fichier qui serait une certitude. Et ça, c'est une attitude de marin qui, avant tout, me passionne. Soixantaine de bateaux sont arrivés, on en saura plus dans quelques minutes grâce à l'apport de Sébastien Auger, du président Pétrement, qui vont nous rejoindre ici sur ce plateau. 405 bateaux au départ, 421 inscrits, 405 au départ, donc très très peu d'arrivées. On a des images live en ce moment du plan d'eau, vous les voyez, ceux qui essayent de franchir cette ligne d'arrivée avant sa clôture. Je vous ai dit 16h tout à l'heure, c'était une erreur, c'est 17h la clôture du bol d'or. Elle a été repoussée d'1 heure depuis qu'on a changé d'ailleurs d'1 heure également le départ. Il était à 9h avant, il est passé à 10h. On a reculé l'heure de clôture également. Voilà, des bateaux qui arrivent et on voit des plus petites unités, bien sûr, et qui sont tout aussi courageux. Ils ont passé la nuit dehors, ils sont probablement très fatigués, comme nos deux invités d'ailleurs. Christian Val, arrivé à 3h du matin, a dû dormir 2 ou 3 heures, pas beaucoup plus. Ouais, en 2 et 3 heures. Ouais. Et Thomas Coville nous l'avouait tout à l'heure, 0 heure. Ouais, non, j'ai pas dormi. Ouais, pas encore dormi. Merci d'autant plus de nous faire l'amitié de votre présence ici sur ce plateau, parce que c'est pas facile évidemment après une nuit blanche de venir encore faire un petit peu de communication. On vous en remercie, comme ça nous permet d'appréhender, de mieux comprendre, d'avancer aussi avec vous. La course est encore en cours, elle se finira à 17h. Peut-être encore des questions sur cet apprentissage. On apprend toujours quelque chose. Christian, vous avez des périodes d'apprentissage en mer. Thomas, des apprentissages sur ce lac Léman, s'il devait en rester un de ce bol d'or, quel serait-il? Non, j'ai pas tout compris. Donc je serais humble et j'ai pas tout compris dans toutes les transitions qu'on a pu avoir. Notamment effectivement à l'arrivée dans le petit, sur l'approche des 5 derniers milles, là où on n'a pas toujours su faire. Et en travaillant avec Erwan Israël, qui était notre navigateur à bord, qui a l'humilité à chaque fois de dire les gars, je sais pas. Et j'aime bien cette attitude de pouvoir dire je sais pas. Alors il y avait discussion à bord et avec quelquefois des frustrations, hein, quand vous avez tenté quelque chose et que c'est pas la bonne, c'est vrai que c'était difficile à accepter, mais en fait j'étais venu pour voler moi, donc donc on n'a pas volé une seule minute et on était même très très loin de voler parce qu'on n'a jamais même eu l'occasion de voler, parce que je pensais que le lac c'était vraiment l'endroit idéal où la mer était plate et où il y aurait pu y avoir des runs intéressants à faire. Mais en fait je me suis laissé prendre aussi au jeu du lieu. J'avoue que ce lieu est incroyable, et ces berges, ces moments, et si vous venez au bol d'or et qu'effectivement vous pouvez vous faire happer, et on est compétiteur, donc on est complètement dans la compétition, mais d'oublier où on est et la poésie de l'endroit où on se trouve, ce serait dommage. Donc j'ai su à un moment donné aussi profiter de cet endroit magique que peut-être que les jeunes voient ou les gens du lac ne voient plus, mais pour quelqu'un qui vient de loin et qui est marin, je peux vous dire que vous habitez et vous vivez dans un endroit extraordinairement beau. Les gens du lac, 3 cantons suisses, 2 pays, la France aussi, qui a une grande partie du lac Léman qui participe aussi beaucoup, je dirais, à cette flotte. On a presque un quart, je dirais, voire un tiers de bateaux français qui prend souvent le départ du bol d'or. La coqueluche technologique du moment, on en a évidemment abondamment parlé. On va continuer d'en parler, c'est les foilers, c'est faire voler les bateaux. Vous, les maxi trimarans, vous les faites pas forcément voler, mais est-ce que vous les sustentez un peu? Nous, on vole aussi intégral, hein.
On vole comme en TF. On cherche à voler. D'ailleurs, les modifications qu'on fait, c'est pour décoller plus tôt, décoller plus vite. Finalement, dans des conditions plus faciles à gérer que quand il y a beaucoup de mer. Donc, on est complètement dans cette technologie-là et cet apprentissage aussi. J'avoue que je sais que Christian va pas être content de ce que je vais dire, mais une fois qu'on a touché au vol, c'est une addiction. Avec mon fils, on a arrêté la planche à voile parce qu'on s'est mis à la wing. Depuis que je vole avec Sodebo, c'est vrai que je suis attiré par ces bateaux volants et la sensation du moment où ça décolle et ça vole. Et donc à chaque fois que je vole pas, j'ai cette petite frustration, mais ce qui n'empêche pas que j'ai toujours du plaisir à être sur l'eau, sur n'importe quel bateau. Il y a quand même une dimension en mer qui est différente que sur le lac, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est la question de la vague. Et le vol et la vague, c'est assez compliqué. Je crois, on a reçu Pierre-Yves Joran sur notre plateau hier à 11h. Voilà, il reconnaissait effectivement que même le clapot barcelonais est une complication par rapport au bateau de l'America's Cup. Comment vous gérez le vol et la vague? Parce que ça peut être des chocs énormes en fait. Ouais, bah c'est vraiment ça qui est le plus compliqué aujourd'hui. Même là sur le TF, il y a un ordi qui essaye de stabiliser le vol. Ce qui me plaît d'ailleurs, c'est la petite chose j'aurais préféré que ça soit tout comme chez nous. Hein. Sur Sodebo, nous, tout est manuel et tout est fait par, entre guillemets, la force de l'homme et l'intelligence de l'homme. Il n'y a pas d'ordinateur qui gère le vol. Mais oui, le vol en mer et le vol avec du clapot et de la grosse mer, ça devient tout de suite difficile, voire scabreux, mais quand vous y arrivez, c'est quelque chose d'unique et fabuleux. D'arriver à écrêter les vagues, quand on est au près, là maintenant avec Sodebo, on est à entre 30 et 32 nœuds au près dans de la mer. Ça fait rêver, alors qu'avant, c'était complètement inimaginable. On est au portant maintenant, on commence à avoir des chiffres à 50 nœuds. Tant qu'on arrive à aller au-dessus des vagues, à écrêter, les foils arrivent à ressourcer. Et je peux vous dire que c'est assez... Enfin, pour moi, ma définition du rêve, c'est quand vous imaginez quelque chose et que ce que vous réalisez est plus fort ou plus grand que ce que vous aviez même imaginé. Ça, pour moi, c'est la dimension du bonheur et du rêve. Et c'est ce qu'on est en train de vivre parce qu'on est une génération bénie des dieux. Ceux qui découvrent le vol et qui l'appréhendent ou qui l'apprivoisent, parce qu'on est encore en train de l'apprivoiser, je pense qu'ils sont, ils ont une chance inouïe. Ils ont une chance inouïe. Eh bien, ça fera office de mot de la fin en ce qui vous concerne. Votre mot de la fin, Christian Val, qu'est-ce qu'on a envie de dire le lendemain, après 2 heures de sommeil d'une victoire de bol d'or? Bon, moi, j'ai eu la chance de naviguer avec une super équipe, donc voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir aussi hier. Je rejoins aussi Thomas, l'avenir appartient au bateau volant, donc bravo à tous ceux qui investissent aussi énormément de temps et énormément d'énergie dans les TF, parce que c'est la voile du futur. Et puis, personnellement, il y avait une question de choix il y a quelques années, donc j'ai décidé de ne pas aller en TF, parce que ça demande énormément de travail, énormément de mise au point. C'est des bateaux c'est de la très haute technologie. Donc voilà, j'aurais pas pu me lancer dans un projet de ce type vu mes obligations professionnelles. Et puis à un moment, il faut faire des choix dans les challenges. Donc j'ai décidé de continuer sur mon parcours en D35 pour des questions, gestion aussi des priorités. Et puis, des fois, il faut faire des choix. Donc j'ai fait des choix. Dernière question. Post-question, j'avais dit le mot de la fin, mais quand même, on aimerait en savoir plus sur vos projets, Thomas Coville, dans l'immédiat. Là, je vais continuer cet été à naviguer sur plein de supports différents, que ce soit en WASP, qui est un petit monotype de dériveur pour continuer à apprendre, mais c'est vraiment du dériveur. Là, c'est de la libellule. Je vais naviguer aussi pour aider une jeune femme à se lancer en mini-transat. Donc, elle a un bateau, un monotype qui a été construit par un de mes amis, Charlie Capel. Et donc, je vais donner un petit coup de pouce en allant faire une course là-dessus. Je vais naviguer en Ocean 50, donc pareil avec un équipage de jeunes. Et puis enfin, avec Sodebo, on va remettre à l'eau début septembre pour préparer la Transjacques Javavre avec Thomas Roussel.
Et en fin d'année, au début d'année prochaine, le 7 janvier, il y a une course qui s'appelle l'Arkea Ultimate Challenge qui partira de Brest le 7 janvier, qui est la première course autour du monde en multicoque et donc en multicoque volant, qui partira de Brest et qui est cette course pour laquelle j'ai, peut-être comme Christian, j'ai ça en tête, j'ai ça dans mes tripes, j'ai ça en moi et c'est mon bol d'or à moi, c'est ce que j'ai dans la tête depuis 2008. Donc je rêve et je pense à cette course depuis 2008 et on va s'y lancer. Donc c'est à la fois un rêve et à la fois c'est un Graal, c'est l'ultime de l'ultime. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Thomas Coville, de votre présence ici. On va vous laisser aller vous reposer, on va vous libérer. Il n'a pas dormi de la nuit encore, Thomas Coville. Christian Val, lui, il a dormi 2 heures. Allez vous coucher, messieurs, immédiatement. Allez vous reposer. Privilège du vainqueur. Exactement. Merci. Et on se retrouve à la cérémonie de remise des prix, Christian Val, en ce qui vous concerne ce soir à 19h, sauf erreur. Voilà. On peut les applaudir très fort. Voilà, on est ensemble jusqu'à midi pour faire un petit peu le bilan, non pas à la mi-course, mais à quelques heures de la fin de la course. Bilan de cette course encore en cours. Il y a beaucoup de monde sur le plan d'eau. Il y a encore un bon millier de personnes probablement qui naviguent. Des bateaux qui arrivent, vous les voyez en live grâce au drone de la société 4AM. Des bateaux qui arrivent encore et qui franchissent cette ligne d'arrivée à la Société nautique de Genève, où vous êtes tous d'ailleurs conviés, bienvenue. Ici, il y a un village d'accueil. On a déjà un peu de monde qui arrive et puis petit à petit, ça va grandir. Ce soir, il y a une cérémonie de remise des prix, des animations. N'hésitez pas à nous rendre visite. On va maintenant, Laurence, je crois, accueillir quelqu'un. Alors, on va accueillir l'homme qui agit dans l'ombre toute l'année. C'est Yann Pétremont. Je demande à Yann Pétremont de nous rejoindre sur la Neptune. Yann Pétremont, président du comité d'organisation du Bol d'Or Mirabeau. C'est la 2e fois que Yann organise ce Bol d'Or d'une main de maître. Bonjour Yann, je vous tends le micro. Bonjour. Alors peut-être première question comme ça, avez-vous dormi? J'ai dormi un petit peu moins de 2 heures. Bien, vous êtes donc totalement frais. On va pouvoir attaquer ces questions. Mais la course n'est pas terminée, Président. Donc, après une toute petite nuit, comme ça, ou plutôt une très longue nuit, on va dire, pour vous, comment se passe la course maintenant? On a encore, au dernier pointage que j'ai fait il y a 35 minutes, il y avait à peu près encore 250 concurrents en course, répartis sur tout le lac. Donc effectivement, la course n'est de loin pas finie et je pense qu'elle ne sera pas finie avant 17h, heure de clôture de la ligne. Et je suis même pas certain qu'à 17h, tout le monde sera rentré. Donc on a encore du pain sur la planche, tant pour les classements que pour le pointage, que pour la surveillance sur l'eau, que pour l'accueil des concurrents qui rentrent ici à terre au village du Bol d'Or Mirabeau. Donc c'est vrai, hein, on parle des vainqueurs, on fait venir ici certaines pointures, mais le Bol d'Or c'est avant tout la grande fête de la voile, c'est la grande messe, c'est aussi une fête où certains bateaux partent avec la fondue, les grillades, les copains, et puis ça se passe maintenant encore, parce que c'est peut-être la partie la plus compliquée pour eux sur l'eau maintenant. Je pense qu'après une journée complète au soleil, dans la journée d'hier, par des tout petits airs, la fatigue d'une nuit de navigation, le réveil ce matin, pour ceux qui auraient éventuellement fait des quarts et dormi un tout petit peu, a dû être difficile et que le retour sera d'autant plus fatigant, surtout qu'ils annoncent encore une journée très chaude. Donc je pense qu'ils vont être épuisés en arrivant ici à la Société nautique de Genève. Mais bon, ça fait partie aussi de notre sport, qu'est la voile. On sait que les aléas météo sont partie intégrante de la voile. Absolument. Alors je crois que c'est vraiment là la performance. Il faut faire vraiment preuve de ténacité, de patience aussi. On parle de pugnacité dans la voile, c'est quand même un peu extrême comme mot, mais c'est vrai que pour les marins les plus chevronnés, c'est comme ça qu'on gagne. Moi, j'aimerais vous poser une question relative à l'organisation, plutôt à votre comité d'organisation. Êtes-vous content de l'organisation cette année? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses à nous annoncer? Non, l'organisation de cette année, elle s'est bien passée.
Je pense que globalement, les objectifs qu'on s'était fixés, ils ont été atteints. Après, il y a eu une immense déception, c'est la météo. Parce que c'est vrai que la fête du lac, avec des grandes festivités à terre, le vendredi soir, quand il pleut, ça casse un petit peu l'ambiance et forcément, le public est peut-être un peu moins au rendez-vous. Un manque de vent, ça fait aussi que les bateaux arrivent dans la nuit, donc ça fait aussi beaucoup moins de public, de familles qui viennent accueillir les concurrents quand ils passent la ligne d'arrivée. Puis c'est vrai que si je prends l'exemple hier soir de l'arrivée de W-Team, de Christian à 3h17 du matin, je pense que si on était une trentaine, journalistes compris, à l'accueillir, c'était un petit peu le bout du monde. Et puis c'est un petit peu le bémol. Je dirais qui ne dépend pas de l'organisation, mais qui, ma foi, font que la fête du lac n'est pas complètement au rendez-vous, quoi. On va parler de complètement autre chose. En ce qui concerne la nouvelle jauge pour les foilers, est-ce que vous confirmez, Yann, qu'il y aura une nouvelle catégorie pour les foilers l'an prochain ? Oui, je confirme. Non, je pense qu'en 1996... quand à l'époque José Bonny, qui présidait le comité des trois courses dans lequel le bol d'or était inclus, avait décidé de fonder le bol de Vermeil pour redonner un intérêt sportif au monocoque, c'était de bon augure, c'était une bonne idée. D'ailleurs, on a vu, les monocoques ont continué à être motivés à participer au bol d'or Mirabeau parce qu'ils ont aussi leur bol à eux. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec l'arrivée des foilers, des TF35, il y a un petit déclin au niveau des multicoques. Et pour nous, les M2, les D35 et tous les multicoques qui sont sur le lac, qui ne sont pas nécessairement des foilers, ils font un peu partie de cet ADN du bol d'or, de ce patrimoine du bol d'or. Ils font partie aussi des bateaux qui ont fait des magnifiques palmarès au bol d'or Mirabeau. Et du coup, ça nous tient à cœur de continuer à avoir un intérêt sportif pour eux. Donc on aimerait créer un bol des multicoques, un bol pour les foilers, monocoque ou multicoque confondus, puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on vole, c'est les foils, c'est plus les coques. Et puis qu'en finalité, le bol d'or soit remporté soit par un multicoque, soit par un foiler, mais enfin le premier en temps réel. Ce qui fait qu'en fait, celui qui gagnerait le trophée du bol d'or en temps réel gagnerait forcément aussi le bol d'or dans sa catégorie, c'est-à-dire le bol multicoque ou le bol foiler. En l'occurrence, si on prend l'exemple de Christian, si la situation devait se reproduire l'année prochaine, il gagnerait le bol multicoque et étant premier en temps réel, le bol d'or. Donc c'est ça la grande nouveauté que l'on peut annoncer d'ores et déjà, une nouvelle catégorie, ce qui prouve que le bol d'or Mirabeau a toujours la capacité de s'adapter, d'innover et d'intéresser probablement aussi tout un public à l'international. Là, le fait qu'on l'ait annoncé dans le magazine du bol d'or et qu'on en ait déjà un peu parlé dans les coulisses font que j'ai déjà eu 5 téléphones de propriétaires de D35 qui m'ont dit dans ces conditions, on va faire le déplacement et on va remettre à l'eau. Donc je trouve que c'est aussi sportivement assez intéressant. Et on relance le débat. Nicolas Grange m'a confirmé que l'année prochaine, Ocalis serait sur la ligne de départ pour venir chatouiller Christian. Donc si ceux qui sont partis dans les pays de l'Est font la même chose, ce qui est en train de se profiler, sportivement parlant, ça va mettre encore un petit peu de piment dans la sauce, ça va être chouette. Alors voilà pour la tête de course, voilà pour les multicoques. Merci beaucoup Président, restez avec nous. On va parler aussi un petit peu d'une autre tête de course, celle des monocoques. Absolument. Évidemment, avec une arrivée aux alentours des 5h30, on n'était pas bien réveillés à cette heure-là, mais on les a accueillis quand même, les Hongrois du Libera Rafika, 15 à bord, 15 sur le bateau, un bateau qui, alors on parle beaucoup de technologie, on a parlé de bateaux qui volent, en fait c'est un bateau tout simplement des années 80, ce Libera Rafika, à une époque où c'était ces bateaux-là, ces grandes luges flottantes qui avancent à la viande, comme on dit, c'est au nombre d'équipiers. On parle de l'Est mobile, c'est-à-dire qu'il y a 15 équipiers qui courent dans les échelles et qui vont se placer sur des câbles pour les plus néophytes
vite. C'est comme ça qu'on procède. On a un câble avec un crochet. Il ne faut pas se louper à l'arrivée, sinon c'est un équipier qui passe à l'eau. Voilà, on les voit à l'image d'ailleurs, hein, Rafika. On voit comment ça fonctionne, un Libera avec des grandes échelles et beaucoup d'équipiers au trapèze. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore sur ce Libera? C'est toujours la recherche de l'équilibre, un jeu d'équilibrisme en permanence. Personne ne peut vraiment se reposer. Donc des boulders comme celui-ci, c'est là est la performance. C'est probablement de savoir gérer son corps, gérer sa nutrition, rester hydraté pour pouvoir se fatiguer le moins possible. Alors on va vous épargner le nom des 15 équipiers hongrois du bateau, mais peut-être le propriétaire, pour autant qu'on arrive... Alors le propriétaire, c'est Zsolt Királyi, qui est un grand habitué là pour le moment, parce que évidemment ce formidable dériveur a déjà remporté le Challenge Bold de Vermeil, comme on l'a dit, avec 3 victoires en 5 ans. C'était en 2019 et en 2021. Il a rejoint en fait un club très fermé des régatiers qui ont remporté maintes fois le Boulder à 6 reprises. C'est avec ce club qui est constitué par Ernesto Bertarelli, Louis Novera qui nous fait revenir un peu dans le passé, là, Daniel Stempfli et Yves Detray. Yves Detray, équipier d'Alinghi, historique, hein, depuis les tout premiers Alinghi, qui navigue encore à Barcelone avec l'équipage Alinghi Red Bull Racing. Voilà 7 victoires, 2 bols d'or déjà remportés par les Hongrois, 3 victoires d'affilée ces 3 dernières années. De Vermeil. De Vermeil, pardon, excusez-moi, le bol de Vermeil étant le bol qui récompense les monocoques, le bol d'or, toute catégorie. Alors aujourd'hui, il bat aussi les Psaros, le Psaros 47 qui avait rallonger vraiment sa coque, qui a investi pas moins de 1500 heures de travail pour rallonger une coque, un chantier pharaonique. Donc ils ont rajouté, ils ont rallongé la quille aussi de 60 cm, ce qui n'est pas rien dans ce genre de chantier. Ils ont allégé le bateau de 200 kg. Par contre, ils ont gardé un plan de voilure identique. Ça, c'était peut-être pour limiter un petit peu les coûts à la fin. Mais quand même un chantier de dingue. Donc il y a encore des gens qui se lancent dans des projets de fou chaque année. Je pense que le bol de Vermeil, aujourd'hui, dans la catégorie des monocoques, il est en train de prendre un nouveau souffle. Et je m'en réjouis sincèrement parce que même si je trouve que Rafika est une très belle équipe et qui navigue très très bien, honnêtement, ça devient un peu lassant de voir Rafika gagner chaque année. Et le fait que des nouveaux projets, que des ingénieurs et des architectes travaillent sur des nouveaux bateaux, en utilisant la jauge dans l'extrême de ses limites pour rentrer dans les critères pour participer au bol d'or Mirabeau, ça me réjouit. Ça veut dire que tout n'est pas focalisé que sur les foils et les multis. Ça veut dire que les monocoques ont encore leur place. Je sais qu'il y a plusieurs membres de la Société nautique de Genève qui sont en train actuellement de travailler sur des bateaux pour l'année prochaine. Alors c'est ça qui est génial, moi je trouve, parce qu'on parlait peut-être de faire revenir des D35, alors qu'on les avait un petit peu mis à part. On les avait un peu déclassés, on pensait que c'était des bateaux un petit peu old fashion. Et là, dans l'exemple du Psaros, c'est exactement la même chose. C'est un bateau qui a été mis à l'eau pour la première fois en 2002, c'est-à-dire il y a 22 ans, et c'était le premier de la série des Psaros. Aujourd'hui, quand ils ont remis un bateau au chantier, c'est-à-dire qu'il faut désarmer complètement le bateau, il faut le retourner dans l'atelier, et puis ensuite on construit un moule sur la coque existante, et on tire un moule de cette pièce pour construire une nouvelle partie. Ensuite, on va remarier la vieille partie avec la nouvelle, dont je vous laisse imaginer le travail. C'est un travail de pure orfèvrerie. Et puis finalement le bateau est retourné, le pont sera agrandi pour fermer le tout, pour fermer l'ensemble. Moi je dis bravo parce que c'est magnifique à l'ère du recycling de continuer à exploiter le potentiel de tous ces beaux bateaux. Jean Psaros disait l'autre jour, je crois à juste titre, qu'il faut être complètement passionné. Et qu'il aurait été bien plus simple, peut-être moins coûteux et surtout beaucoup plus rapide de construire un nouveau bateau tout de suite. Probablement. Ce Psaros 40 transformé en 47 pieds, pour lui, c'était une histoire d'amour. Et je crois qu'il a été jusqu'au bout de son histoire d'amour et je l'en félicite.
Je pense qu'effectivement, tout à l'heure, vous parliez du gréement qui n'avait pas changé. C'est peut-être encore le petit point sur lequel il faut travailler pour que ce nouveau Psaros 47 fasse exploser les compteurs, ou en tout cas arrive à inquiéter sérieusement le team de Rafika. Je pense sincèrement que les 3 éditions du Bol d'Or qu'on vient de passer, 2021, 2022, 2023, ont été des Bol d'Or Mirabeau très très peu vantés. Ce qui fait que la tactique était au rendez-vous, et ces luges, comme disait Pierre-Antoine tout à l'heure, c'est leur élément parfait. Si on avait eu un Bol d'Or Mirabeau avec 20 nœuds de vent bien établis, je ne suis pas tout à fait sûr que le classement aurait été le même. Non, bien sûr. Du coup, je pense qu'on a encore énormément de bateaux monocoques sur le lac présents, et de bateaux qui vont arriver, qui pourront sérieusement inquiéter l'équipe de Rafika le jour où on aura Éole avec nous, et qui nous fera l'honneur d'être présente durant tout le week-end, et pas que par petits morceaux frustrants. Alors sans Éole, on a quand même des magnifiques images toujours sur cette ligne d'arrivée, on les voit, hein, la ligne d'arrivée de la Société Nautique de Genève, très peu de vent, mais beaucoup de bateaux qui sont en train d'arriver. On a des grappes de bateaux qui arrivent encore jusqu'à 17h aujourd'hui, et vous les voyez, ils passent entre le bout de la digue de la Société Nautique et la bouée, tac, on va entendre un petit pouette traditionnel qui marque la ligne d'arrivée. Magnifique image de drone de la société Fort et M, et l'occasion aussi d'aborder avec vous, Président, la question de la communication de ce sport très particulier. On n'est pas dans du football, on n'est pas dans quelque chose de préhensible, on n'est pas sur les bateaux, c'est très difficile d'y aller. Cette communication, vous avez, et vos prédécesseurs également, Rodolphe Gauthier, initié de plus en plus de communication autour de cette course. L'idée, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens comment ça marche, la voile? Je crois qu'il y a 3 idées. La première idée, c'est d'essayer de démocratiser la voile, casser cette image de sport élitiste et inaccessible. Certes, un bateau, c'est cher, mais un bateau, pour naviguer, il a besoin d'un équipage, de gens sportifs et compétents. Et les propriétaires sont souvent très heureux d'accueillir à leur bord des gens sportifs et compétents, ou qui ont envie d'apprendre et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un bateau. Donc la voile est un sport accessible, il faut juste s'y intéresser. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que, à travers le Bol d'Or Mirabeau, mais à travers toutes les régates qui sont organisées ici à la Société Nautique de Genève, que les gens s'intéressent à la voile et viennent prendre le temps de découvrir ce sport, qui est un magnifique sport, sur un lieu, comme le disait tout à l'heure Thomas Coville, qui est magique. On a une chance extraordinaire d'avoir ce plan d'eau dans cet environnement géographique. Et toutes les personnes qui travaillent en ville ou à proximité du club, en un quart d'heure, ils peuvent être en train de régater en sortant du bureau. On le voit le mardi soir quand on a les régates d'entraînement du mardi. Donc ça, c'est un premier but. Faire découvrir notre sport et inviter les gens à s'y intéresser. Le deuxième but, bien évidemment, c'est le grand public. Toute manifestation sportive qui cherche à atteindre des performances nouvelles, à innover, elle a besoin de communiquer pour que le grand public s'y intéresse et puis ait envie de partager avec nous ce côté de la fête du lac. La fête du lac, elle est sur l'eau pour les concurrents, mais on aimerait qu'elle soit aussi à terre pour tous les gens qui aiment le lac et qui aiment passer un peu de temps sur nos rivages, dans notre rade, parce que c'est un lieu, comme je le disais, qui est magique. Et cette fête du lac, on aimerait que le Bol d'Or Mirabeau en soit la pièce maîtresse. Et puis la troisième, bien évidemment, c'est les familles, les amis des sportifs, nos partenaires, nos sponsors, qui eux ont envie de suivre un petit peu ce qui se passe sur le plan d'eau, parce qu'un plan d'eau, c'est pas un stade. On peut pas s'asseoir et puis avoir 4 caméras qui filment de manière continue tout ce qui se passe sur la course. Et dès lors, ça nécessite de mettre des moyens, ça nécessite de mettre des drones, d'avoir des caméras embarquées et de pouvoir faire le maximum, sachant qu'on ne couvrira jamais toute la course, mais faire le maximum pour être là dans les moments clés et puis pouvoir faire partager à nos partenaires, sponsors, aux familles des concurrents, aux amis des concurrents, aux collègues des concurrents, un petit peu de cette course. C'est une manière d'être avec les gens, en fait. Alors je crois qu'avec le tracking, on arrive maintenant à des résultats très très intéressants. C'est quasi simultané. Ça nous permet aussi d'avoir des duplex, des lives, toute une infrastructure ici pour commenter le Bol d'Or en tout temps. Absolument. Le tracking, il a 2 buts. Effectivement, commenter le Bol d'Or, pouvoir suivre les concurrents. Aussi un but au niveau de la sécurité. Pour nous, ici à la Nautique à Porto Central, c'est de savoir où se trouvent les concurrents si tout d'un coup il y a un accident, un sinistre.
ou un problème plus grave, de manière à pouvoir intervenir dans les plus brefs délais et de manière la plus efficace possible. Après, le tracking a quand même ses limites. Parce que sur le lac, on a des zones qui ne sont pas couvertes par la 5G ou la 3G ou la 4G. Je pense notamment au large de Tenon et d'Évian, il y a des moments où il y a des gros trous au niveau du réseau. Ces balises, elles marchent à travers nos appareils iPhone, Android, etc. Donc plus de réseau égale plus d'émissions pour le tracking. Donc ça, c'est un premier petit problème. Et puis après, il faut bien se rendre compte, c'est que le tracking, il est très précis quand la course est très rapide. Parce que de manière à ne pas trop solliciter les batteries des appareils, si vous mettez une émission toutes les 3 secondes, votre batterie se vide plus vite que si vous mettez une émission toutes les minutes. Et nous, organisateurs, plus on voit que la course dure dans la longueur, plus on va régler nos balises pour qu'elles émettent moins souvent, de manière à ce que les batteries tiennent jusqu'à la fin de la course. Donc, plus l'émission elle est longue, moins la précision est au rendez-vous. Ouais, je vous coupe, Président, pardon. Priorité au direct, regardez, magnifique arrivée groupée. 10 bateaux, en même temps on entend les tutes là, qui ne s'arrêtent plus de sonner. Magnifique arrivée groupée, regardez ça. Après plus de, je dirais, 25 heures de course, presque 25 heures de course, voilà ce que c'est aussi le bol d'or. On arrive à peu près 8 ou 10 bateaux dans un mouchoir de poche avec les tout petits bateaux en classe SC1, les petits multicoques. Ceux-là ont passé 25 heures dans une combinaison néoprène. Vous pouvez évidemment venir les encourager, venir les applaudir, venir les féliciter, puisque au fur et à mesure des arrivées, eh bien, le village de la Société nautique de Genève va gentiment se remplir. Il va y avoir de l'ambiance, on va se raconter des histoires de marins. Ça va être intéressant. Refaire la course. Refaire un petit peu la course. Et puis, la fête n'est pas finie, hein, Président? Non, absolument pas. La fête n'est pas finie, heureusement d'ailleurs. D'abord, on espère avoir du public qui viendra tout au long de la journée accueillir les nombreux marins qui doivent encore passer la ligne d'arrivée. Et puis, à 16h, ici sur la Neptune, on aura la chance d'avoir un concert, de manière à mettre un petit peu de vie dans ce village du Bol d'Or Mirabeau. Et puis, le grand moment de la journée, ce sera la remise des prix, ce soir à 19h, en direct de la Société nautique de Genève, où on espère que les concurrents auront quand même pu dormir quelques heures pour nous faire l'honneur d'être présents, et puis de venir chercher sur scène leur prix. Et toujours un grand moment, la cérémonie de remise des prix, c'est à 19h ce soir. Elle sera présentée, nous la présenterons avec, c'est un grand honneur, hein, Laurence et moi-même co-présentée. Et puis elle est en général suivie d'une petite verrée, c'est toujours sympathique et c'est là qu'on refait la course. On peut la refaire de plusieurs manières, évidemment cette course, on peut la refaire oralement. Venez ce soir nous retrouver les marins. Puis vous pouvez aussi la refaire sur tous les réseaux numériques qui tournent autour du Bol d'Or Mirabeau, puisque tous les produits, toutes les images magnifiques qui ont été produites au cours de ce week-end sont récupérables. Vous pouvez voir votre bateau, parce que c'est pas toujours évident au niveau des batteries de regarder ça depuis les bateaux en course. La clôture d'une course comme le Bol d'Or Mirabeau, ça se passe comment dans les fêtes, Yann? On clôture la ligne à 17h. C'est toujours très frustrant quand on voit un bateau qui est à 50 ou 100 mètres de la ligne et puis que c'est 16h59 et 59 secondes, où là, on n'aimerait pas être à leur place, mais ma foi, ça fait partie des règles du jeu. À 17h, la ligne est clôturée et tous ceux qui ne seront pas passés, ma foi, ne seront pas classés. Voilà, des choses qui arrivent, effectivement. Des choses qui arrivent, ça fait partie du sport, ça fait partie des règles. On le sait en partant. Et puis, malgré tout, les bateaux qui finiront pas ou qui auront abandonné, avec les conditions qu'il y a eu, il faudra quand même leur tirer un beau chapeau, leur dire bravo. Je pense que ne serait-ce que d'avoir pris le départ, connaissant les conditions météo à l'avance, c'était déjà courageux. En direct de la Société nautique de Genève, alors que le Bol d'Or est en train de rapatrier le peloton, le gros du peloton, on vient de le voir, des dizaines et des dizaines de bateaux qui sont encore en train d'arriver. On est sur une ligne ouverte jusqu'à 17h, on se retrouve à 19h pour la cérémonie de remise des prix. Ainsi s'achève ce live, si on l'accepte, puisqu'il sera également en live, la cérémonie de remise des prix. Vous dire le plaisir que nous
avons eu, je crois, Laurence, à Absolument. participer à cette grande opération, épuisante aussi. On a peu dormi. Une trentaine de personnes qui travaillent, que ce soit sur les réseaux sociaux, 5 bateaux caméras, des hélicoptères, des drones, énormément d'efforts pour essayer, effectivement, comme le disait le président Yann Petremont, de démocratiser un peu ce sport, de le faire comprendre, de le faire aimer. Finalement, on espère qu'on a réussi à faire un petit bout de chemin dans cette direction. Et puis, on remercie évidemment la Société nautique de Genève et le comité d'organisation du Bol d'Or d'avoir permis cette expérience qui, chaque année, s'enrichit. Voilà. À ce soir, j'espère. À plus tard. Merci beaucoup.